changement ou encore de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo fait débat à ces derniers temps dans tous les salons en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays de Lumumba. Si certains sont d'accord pour les changements, d'autres par contre parlent de la révision, question de ne pas mettre en exergue, bien remettre en cause le travail fait par l'ancien président Joseph Kabila. C'est cette constitution qui est remise en cause par le régime Tshisekedi qui, selon certains membres de l'Union sacrée de la nation, cette constitution ne permet pas au président de la République d'exercer bien son pouvoir parce qu'il y a des cas, il y a des blocs partout. C'est pourquoi il faut les changer avec, on dirait, un peu record, question de permettre à la République démocratique du Congo de bien avancer, de donner carrément en totalité et globalité le pouvoir au président de la République, comme si nous étions purement dans un régime présidentiel comme au Sénégal ou encore dans d'autres pays du monde. Quelle analyse faire du changement ou de la révision de la constitution de la RDC? Est-ce que la constitution de la RDC aujourd'hui, si on l'a changée ou bien on l'a révisée, qu'est-ce que ça va porter sur le vécu du peuple congolais, sur les problèmes sociaux de la population congolaise? Messieurs et dames, des questions qui méritent d'être posées, des réponses dans cette émission. Et puis on va revenir aussi sur les voyages du président de la République. Vous savez, l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, on continue de compter des morts. C'était le cas la semaine passée où un cas de réfugiés a été attaqué par des bombardements venant des 1-23 au moment où le président de la République, Félix Tshisekedi, voulais-je dire, était en France pour une visite de travail où il a tenu même une conférence bipartite avec le Français Emmanuel Macron, au moment où la RDC accuse même certains pays de la communauté internationale d'être parmi les complices du Rwanda aujourd'hui. Mais la RDC continue d'aller justement pour demander l'aide de même pays au niveau de la communauté internationale. Est-ce que c'est vouloir une chose et son contraire de la part du gouvernement congolais? N'est-ce pas le moment de créer ou bien de recréer la cohésion nationale, de chercher une solution à l'interne au lieu d'aller toujours à l'externe pour implorer les personnes qui causent préjudice à la population congolaise, surtout au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? Messieurs et dames, Interface, on chute avec la semaine. C'est le dernier numéro de votre émission. Vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel, bonsoir à vous qui avez décidé de nous suivre une fois de plus aujourd'hui. Et bienvenue à notre invité du jour, Maître Platini. Alors, le maestro James Mouka est à la réalisation de cette émission pour répondre à toutes ces questions. Nous recevons pour vous Maître Platini Mbadou. Il est le président de la Fondation Platini Mbadou, mais aussi cadre de l'Union sacrée. Maître Platini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger sur des questions d'actualité dans votre émission. Laissez-moi aussi dire un mot, un bonjour à tous les habitants de Mongafula et aussi aux membres de la Fondation Platini Mbadou que je dirige. Je tiens à signaler et à insister pour dire à tous les gens de Mongafula, si vous voulez apprendre comment devenir agister, il faut aller au siège de la Fondation Platini Mbadou qui se trouve sur l'avenue Kalimo numéro 1, croisement Diambou Kalimo, entrée Mamakoko, arrêt terrasse. Jusqu'à présent, c'est la formation que nous avons mis en place, mais il y a d'autres formations sur l'hôtellerie que nous allons le réaliser. Déjà, on est déjà en train d'échanger avec les formateurs. Il y a également des formations en coupe et couture où nous sommes en train d'échanger avec des formateurs par rapport à cela, parce qu'il faut soutenir les filles mères. C'est vrai, il y a beaucoup de filles mères, mais nous voulons quand même leur aider à retrouver comment prendre soin de leurs enfants, comment être autonome surtout. Voilà pourquoi nous mettons tout cela. Je sais que vous allez me poser la question de savoir, est-ce que vous êtes financé? J'ai dit déjà que je ne suis pas financé. Mais nous sommes chrétiens, on dit toujours, celui qui est à mesure de donner 100 francs à l'autre, il sera également à mesure de donner 1000 quand il aura. Donc je crois que s'il faut partager, il faut partager avec eux. Il y a même la Bible qui dit errez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Ce n'est que normal. J'approuve. Maître Platini, est-ce que ça, par moment, ça ne vous laisse pas de pouvoir faire du bénévole? Ce n'est pas le bénévole, c'est une même recommandation divine. C'est-à-dire, pendant la campagne,
D'abord, j'ai mis en place la fondation, c'était avant même la campagne, c'était pour lutter contre les érosions, parce que moi-même j'ai des résidences là-bas. Et avec cette lutte contre les érosions, nous avons voulu mettre en place une structure qui va commencer à accompagner tous les habitants de Mongafula sur cette question des érosions. Et après, l'idée de la campagne est venue après, j'ai posté la députation provinciale de Mongafula. Malheureusement, je n'ai pas... Malheureusement, parce qu'on ne perd pas en politique, en politique on apprend. Et nous n'avons pas été proclamés élus. Parce que je ne peux pas dire que les habitants ne m'ont pas voté. Parce que moi-même, je sais qu'ils ont été votés, mais je n'ai pas été proclamé élu. Alors, mais du moins, je reste quand même en contact avec la population. Je reste quand même en contact avec les gens qui m'ont fait confiance, à qui j'avais promis que je ne suis pas ici comme politicien, mais plutôt comme quelqu'un qui peut apporter la solution à Mongafula. Voilà pourquoi, au travers de la fondation, je continue quand même à aider. Je continue jusqu'à aujourd'hui à prêter main forte aux gens, non seulement qui m'ont voté, mais ceux qui ne m'ont même pas voté. Mais il suffit juste d'être membre pour être bénéficiaire. Alors, Maître Platini, dans notre DG, vous êtes juriste. Il y a un débat qui s'est fait ces derniers temps concernant la remise des Jeeps par le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, aux députés provinciaux lors de l'élection du gouverneur de Kinshasa. Kabouya qui a d'ailleurs répondu sur les ondes de la radio Top Congo pour comparer ces gestes posés par lui avec la motivation au niveau de l'équipe nationale en faisant référence à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec les Léopards. Sur le plan juridique, est-ce que ces gestes posés par Augustin Kabouya, ça veut dire avant une élection, le fait de donner des cadeaux aux gens, des cadeaux comme des Jeeps, ça ne peut pas traduire une expression de corruption d'une manière ou d'une autre? Vous savez, monsieur le journaliste, je vais vous répondre sur cette question comme avocat. Parce que comme la corruption, c'est une infraction prévue et punie par la loi. Cette infraction a ses éléments constitutifs. Et lorsque nous vérifions, si nous allons dans les analyses des éléments constitutifs de cette infraction, vous pouvez tomber en mettant à charge de M. Augustin la corruption. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, je prends maintenant, là je demande à tous les spectateurs qui me suivent de me dire, dans la loi électorale, qu'est-ce qui est prévu pendant la campagne? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la campagne et qu'est-ce que nous ne devons pas faire pendant la campagne? Je prends seulement mon exemple. J'étais candidat à la députation provinciale. J'ai donné les polos, j'ai donné des bassins aux mamans, j'ai donné des pannes aux mamans, j'ai donné des sacs vides pour les érosions, j'ai donné des machettes et tous ces éléments-là, j'ai donné pendant la campagne. Et ça, ce n'est pas la corruption, c'est normal. Je demande, est-ce que c'était la corruption? C'est une question que je me pose, que les gens qui sont à la maison, doivent répondre. Parce que pendant la campagne, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comme le chef d'État avait donné des polos, des pannes, même le transport, aux gens qui étaient venus écouter un meeting, par exemple, parce que je prends l'exemple des transports, parce que moi aussi j'ai donné les transports. Est-ce que c'était la corruption? Là, c'est aussi une autre question. Maintenant, au niveau de Mongafula, tellement que Mongafula est vaste, j'ai réunissé les gens. Il y avait à un moment donné 500 personnes, à un moment 200, 300 personnes. J'arrivais quand même à faire cela. Au niveau des élections de gouverneurs, il n'y a pas 500 personnes. Il y a une affaire à 77 personnes, si je me trompe. 77 ou 50 personnes, mettons 50 personnes. Si le candidat se retrouve avec 30 personnes, c'est-à-dire, dans les 50 personnes, s'il est voté par 30 personnes, il passe. Et qu'il estime, à la place de donner des bidons, à la place de donner des polos, à la place de donner des pagnes et des bassins, il donne des jeeps à 30 personnes. Est-ce que c'est la corruption? Parce que la loi électorale devait nous donner des précisions sur ce que nous devons faire, ce que nous avons donné à la population et ce que nous ne devons pas donner à la population. La loi électorale n'a pas donné ces précisions-là. Comme la loi électorale n'a pas donné de précision, quelle est la suite maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que si moi je suis l'avocat conseil de M. Kabouya, c'est comme ça que je vais orienter mes moyens de défense. Pour dire qu'on m'apporte les interdictions
allant dans le sens que pendant la campagne électorale, vous devez faire ça, 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 et non faire ça, ça, ça. Dans la loi électorale, il n'y en a pas. Il ne faut pas interdire ce que la loi n'a pas interdit. Voilà. Donc voilà pourquoi, à mon humble avis, comme avocat de Kabouya, parce que ici je réponds comme avocat de Kabouya. Oui. Comme avocat de Kabouya, je dis que ce n'est pas à moi de démontrer que j'ai commis une infraction, c'est à vous de démontrer que moi ou mon client a commis cette infraction-là. Mais je vous donne déjà le moyen de défense. Comment je vais orienter mes moyens de défense? Je vais dire qu'on m'apporte les interdictions de la loi électorale qui interdit à un candidat de faire du présent, de donner du présent à ses électeurs. Et là, je ne vois pas, il n'y aura même pas un député au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela peut être lié, parce que vous parlez des bassins, vous parlez de l'argent des transports, mais quand on voit les cadeaux donnés des Jeeps qui coûtent de l'argent, certainement des millions de dollars, certainement, c'est ce qui a poussé certaines personnes de parler d'une prétendue corruption de la part des Kabouya. Certainement, si c'était des bassins ou bien l'argent des transports, ça n'allait poser aucun problème. Vous savez, la corruption, c'est une infraction. Mais lorsqu'on analyse les infractions, il y a un des éléments qu'on appelle, c'est un élément évoqué par les doctrinaires, ça s'appelle élément injuste. Élément injuste, c'est la justification du comportement infractionnel. Cette justification enlève le caractère infractionnel à l'infraction. Je donne un exemple. On vous condamne à mort. On vous met sur un poteau, on demande à un militaire de tirer sur vous. Parce que vous êtes condamné à mort. On va vous tirer sur vous. Si vous êtes militaire, on tire sur vous. Si vous êtes civil, vous êtes séparé par pendaison. Est-ce que celui qui a tiré sur vous a commis une infraction? Non. Parce qu'il y a un élément injuste qui justifie son comportement. Maintenant, dans les cas d'espèce, est-ce que pendant la campagne électorale, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Voilà pourquoi le chef de l'État a sollicité qu'on puisse commencer à réviser, partant de la Constitution, même avec les autres lois. Aujourd'hui, on a même des gens qui sont à la fois députés provinciaux, députés nationaux, députés sénateurs et gouverneurs. C'est aussi ça un problème. Les lois sont lacunaires. Les lois ne donnent pas de précision. Malheureusement pour nous, les mêmes personnes qui ont légiféré, qui ont fait que les lois restent comme ça, c'est-à-dire il peut briguer provincial, national, sénateur et gouverneur, ce sont les mêmes personnes qui sont encore au Parlement. Alors lorsqu'on va amener encore une loi portant modification, ils vont le rejeter. Alors, donc comment changer ce pays à ce moment-là? Ça devient difficile. Alors là, vous me permettez avec cette belle réponse venant de vous de faire la transition, ça veut dire d'entamer directement cette thématique concernant la question du changement ou de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo d'une manière générale. D'abord, avant de parler du changement ou de la révision, cette Constitution de 2006, comment d'abord vous la trouvez sur le plan à fond, forme, si possible aussi, ou bien d'une manière, la conception de cette Constitution? Vous savez, dans notre pays, nous avons connu plusieurs constitutions dans notre pays. Alors, par rapport à cela, s'il ne faut pas rentrer trop en arrière, déjà, le départ de Mobutu, où nous avons connu la constitution, le décret constitutionnel de M. Laurent Désiré Kabila, qui a dirigé ces pays. Et puis après le décès de M. Laurent Désiré Kabila, en 2001, il y a eu également un dialogue entre différents partis, Sun City, Lusaka, ainsi de suite. Et ce dialogue, c'est ce qui nous a donné la constitution que nous avons aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la constitution, c'est la loi mère. La constitution, c'est la loi mère. La constitution, c'est la loi boussole. C'est la loi référence auquel toutes les autres lois doivent tirer source. C'est ça la constitution. C'est la constitution qui gère les rapports de gouvernants et de gouvernés. C'est la constitution qui donne l'orientation, la manière dont le pays doit être dirigé sur le plan politique, sur le plan de droits fondamentaux et sur le plan de comportement de chaque individu au sein de la société. C'est ça la Constitution. Et au sein de la Constitution, on a prévu des voies et moyens, comment réviser la Constitution, quelles sont les dispositions dont il faut réviser, quel est le moment dont il faut réviser la Constitution. Tout est prévu dans la Constitution. Alors, est-ce que la Constitution répond aux aspirations de notre pays? Là, c'est la question majeure d'abord, avant d'arriver à la solution.
La question majeure, c'est que notre constitution ne répond pas vraiment aux aspirations de notre pays. Je peux le démontrer. Je prends l'article 51 de la Constitution. Cette disposition nous parle des provinces qui sont marginalisées, des provinces minoritaires qui doivent recevoir protection. Déjà, dès le départ, il y a un point avec cette disposition-là, parce que dans notre pays, il y a l'article 12, si ma mémoire est bonne, qui parle de l'égalité de tous devant la loi. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas une province qui doit recevoir des privilèges par rapport aux autres provinces. Cette disposition-là, c'est une disposition louche au sein de la Constitution. Il n'y a pas que ça. Je prends la disposition de l'article 217 de la Constitution. Cette disposition insiste pour dire que nous pouvons abandonner, j'insiste sur abandonner, une portion de notre souveraineté pour l'intérêt de l'Afrique. Vous imaginez un peu, lorsqu'on parle de l'abandon, on suppose qu'on laisse et nous serons plus souverains de cette partie qui a été abandonnée. Je peux prendre un exemple, c'est-à-dire lorsque je dis j'abandonne mon téléphone, c'est-à-dire que je ne suis plus propriétaire de ce téléphone, c'est lui qui va le prendre, je ne vais même plus en réclamer. C'est ça, abandonner. Et nous avons ça dans la Constitution. Je peux même aller au-delà. Aujourd'hui, nous avons les élections à un tour. Les élections à un tour supposent que même avec 10%, tu peux gérer le pays. Ce qui est un danger parce que vous aurez la légalité, mais vous n'aurez pas la légitimité. Parce que les gens ne vont pas se retrouver en vous. Imagine un peu, il y a 5 candidats. Le premier à 5%, le deuxième à 8%, le troisième à 4%, le cinquième à 10%. Donc les 10% passent automatiquement. Alors que la légitimité va poser problème. Il n'y a pas que ces dispositions, il y a plusieurs dispositions de la Constitution qui nécessitent un peu une révision. Alors, personnellement, avant d'entrer dans le débat de révision, changement, modification, mais est-ce que le problème de notre pays, c'est seulement la Constitution ou le problème de notre pays est double? Moi, je crois que le problème de notre pays est double. D'un côté, il y a la Constitution, de l'autre côté, il y a l'homme congolais. L'homme congolais a commencé à poser problème depuis l'indépendance à ce jour. L'homme congolais ne facilite pas le chef de l'État le travail. Tous les chefs de l'État, pas seulement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais tous les chefs de l'État. Je prends le cas de Lumumba et de Kasavubu. Lorsqu'ils ont commencé à diriger ce pays, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont nommé un gouvernement. Mais les gens qui étaient frustrés, ou les gens qui étaient même dans le gouvernement, ont milité pour faire tomber la même personne qui les avait invités au niveau du gouvernement. Vous avez vu des sécessions par-ci, par-là, vous avez vu des réclamations par-ci, par-là, vous avez vu tout ce que vous avez vu là. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, l'entourage du chef pose toujours problème. C'est vrai, les gens vont dire, mais c'est le chef qui le choisit. Mais le chef choisit, il fait confiance à la personne pour faire un travail. Mais la personne fait autre chose que la confiance qui lui avait été donnée. Et le chef est surpris de voir ce genre de comportement dans la personne. Je quitte le chef, Lumumba, je prends le président Mobutu. Le président Mobutu avait des idées, des bonnes idées. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer que notre économie est entre les mains des expatriés. On dit les Libanais gèrent notre économie, on dit l'Empire Imatouti gère les banques, nous avons presque rien. Mais rappelez-vous de la zérianisation. La zérianisation, le chef de l'État, le président Mobutu avait donné la possibilité aux Congolais de gérer l'économie du pays. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont tout dilapidé. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire. Abus de confiance. Voilà comment, apparemment, le chef a un problème avec l'entourage. Mais tout le monde, vous pouvez imaginer, on prend les gens même dans l'opposition, on les amène au pouvoir. Ils se comportent toujours de la même manière que les gens qui étaient encore au pouvoir, qu'ils reprochaient avant. On prend encore Laurent Désiré Kabila. Lui, on peut faire exception parce que lui, il était venu avec des infiltrés. Mais on prend le fils, Kabila. Kabila, le fils. Kabila, le fils, encore, lui-même, il a dit, il n'a même pas 15 personnes. Il n'a même pas pu changer les Congolais. Parce que le Congolais, lorsqu'il est aux côtés du chef, au lieu de travailler pour faire avancer le chef, lui, il travaille pour s'enrichir. Il travaille contre même les intérêts du chef. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi la même chose? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai suivi le ministre Nicolas Kazadi.
lors de son interview avec Patrick Mouyaya. Il a dit que le forage était même à 400 000. C'est lui qui a discuté avec ça pour que ça revienne à ce prix-là, de 295 000. Vous imaginez un peu? Donc lui-même avoue qu'il a fait sortir de l'argent à prix de 295 000. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais moi, j'aurais voulu qu'il se taise. Voilà l'entourage du chef. Le chef, oh, c'est vrai, être un chef, c'est pas facile, mais du moins, les gens qui sont autour de nos chefs, ils n'aident pas le chef à faire mieux leur travail et à avancer. Et aujourd'hui, tout le monde parle du chef de l'État. Mais quel est le mécanisme juridique mis à sa disposition pour contraindre Kabouya, pour contraindre Nicolas Kazadi? Il n'y en a pas. Parce que... Pardon, maître, je vous laisse. Donc, en RDC, selon notre constitution, le président de la République n'a pas le pouvoir de sanctionner directement un ministre. Vous savez, répondre en droit, c'est plus mieux. Le chef de l'État, il a le pouvoir sur tout le monde, parce que c'est lui le garant des institutions. Ok? Oui. Mais le droit à organiser les choses de manière à ce que lorsque le chef de l'État te nomme et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur toi par rapport à une infraction qui a été commise, avant qu'on puisse prendre une décision contre toi, on doit établir que tu es réellement l'auteur de cette infraction. C'est pour ça l'article 17 de la Constitution parle de la présomption d'innocence. Donc avant que le chef de l'État puisse prendre une décision contre vous, il faut d'abord que la présomption d'innocence soit retirée de vous par une décision du juge. Mais si cela n'est pas encore fait, ce qui est à la disposition du chef de l'État, ce sont des pressions politiques à vous amener à démissionner. C'est-à-dire, on peut vous faire la pression par rapport à votre groupement politique pour que vous puissiez démissionner. Et ça prend toujours du temps souvent. Je vais y arriver. Pour que vous puissiez démissionner. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que c'est nécessaire de faire la pression pour qu'il puisse démissionner? Parce qu'il est déjà démissionnaire. Il est déjà démissionnaire, il est déjà en train de partir. On n'a plus besoin de lui dire que notre démissionne parce qu'il avait déjà démissionné, il est en train de gérer les affaires courantes. Mais de l'autre côté, il y a le Parlement. Parce que le Parlement a le pouvoir d'interpeller le ministre en question, de lui destituer par des motions, et puis de lui mettre à la disposition de la justice. Le pouvoir que manque le chef de l'État. Le pouvoir que le chef de l'État n'a pas. Or, le Parlement n'existe pas. Donc, en vrai, le Parlement ne fonctionne pas encore. Parce qu'il n'y a pas un bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a des ambitions démesurées, où les gens, tout autour du chef toujours, comme d'habitude, qui se comportent en seigneur, sans tenir compte des intérêts généraux du pays. Présentement, le chef de l'État ne pouvait que faire descendre de l'avion. Et c'est limité là. Parce que même si toute personne qui est reprochée d'avoir commis une infraction, il est présumé innocent. Alors, qui va maintenant s'occuper de lui? Même le parquet ne peut pas aller directement l'arrêter. On peut l'inviter, mais il y a une procédure pour inviter un ministre. Ça doit passer par le Parlement. Or, le Parlement n'est pas là. On voit le Parlement, il y a Pépé Mbosso qui refuse d'organiser. Je crois qu'il a fait sortir le calendrier pour l'élection du bureau. Il y a là-bas un président du Sénat qui était venu d'abord postuler à l'Assemblée nationale, qui n'a pas réussi. Il est rentré encore à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il va au Sénat. Et je crois qu'il va encore postuler au Sénat. Voilà là où nous sommes. Toujours tout autour du chef. Le chef est lié par les personnes qui sont tout autour de lui, qui lui empêchent d'avancer. Moi, j'aimerais que les Congolais ne réfléchissent pas comme le Vita Imana. C'est-à-dire, Vita Imana, c'est-à-dire soit vite à gagner, soit vite à perdre. Vous êtes des fanatiques. Non. Réfléchissons un peu en droit. Le chef de l'État a nommé déjà un Premier ministre. Ok? C'est la volonté politique. Par la volonté politique, il a nommé un Premier ministre. Maintenant, les gens se réclament. Ils disent, mais il y a maintenant 2 Premiers ministres. Ça pose problème. Ok? Parce que, Sama Lukombe est en train de gérer les affaires courantes, mais il est Premier ministre avec son gouvernement. De l'autre côté, il y a Mme Toulouka, qui est également Première ministre, qui attend son gouvernement. Mais le chef de l'État est prêt aujourd'hui à nommer aussi le gouvernement de Mme Toulouka Judith. Mais qui va entériner, qui va valider le mandat? L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale n'existe pas. Maintenant, si le chef de l'État passait outre pour nommer un autre gouvernement, nous serons dans l'hypothèse d'avoir 2 ministres des Transports, 2 ministres de Justice, 2 ministres de l'Économie. Ça va encore poser problème. Donc, le blocage ne vient pas du chef de l'État. Le blocage vient de nos présidents des partis politiques. Le blocage vient plus des personnes qui sont nos frères à la maison, qui sont en train de détruire ce pays. Le blocage vient plus de ces gens-là qui sont tout autour du chef, qui cherchent qu'à leurs intérêts
et personnels et égoïstes sans tenir compte de l'intérêt général du pays. C'est ça le problème. C'est ça la vraie raison qui fait de sorte que notre pays puisse reculer. Moi, j'ai aimé la réflexion de M. Ousmane Sonko. Ouais. Lorsqu'il est trouvé qu'il était dans les difficultés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé une autre personne à sa place. Aujourd'hui, le pays est en train d'avancer. Mais dans notre pays, qui fait le faire? Quand on est bloqué, il faut aussi bloquer les autres. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est déplorable. Maître, on constate qu'on vit vraiment un blocage. Mais est-ce que vous pensez que tous ces problèmes peuvent être résolus si et seulement si on changeait la Constitution? Mais est-ce que d'abord, vous pensez que c'est le moment où on peut changer la Constitution? Vous savez, la Constitution elle-même a prévu les moments qu'on peut utiliser pour changer. Bon, le terme approprié, peut-être c'est modifié. Parce que changer la Constitution, c'est changer la République. C'est-à-dire nous quittons 3e pour la 4e. Donc on change tout. Les hypothèses qui peuvent amener au changement de la Constitution, c'est plus coup d'État, changement du régime, et ainsi de suite. Là. Mais la Constitution, pour modifier la Constitution ou pour mettre en place une Constitution, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée constituante originaire, qui est un assemblée qui met en place la Constitution, constituée des spécialistes, des experts qui rédigent la Constitution et qui vont soumettre ça aux différentes chambres et qui vont passer par référendum. Et il y a aussi l'Assemblée constituante dérivée qui est l'Assemblée constituée pour modifier la Constitution et réviser certaines dispositions de la Constitution. Alors, la Constitution elle-même a déjà tout prévu. Maintenant, dans le cas d'espèce, le terme est approprié parce que lorsqu'on révise des dispositions de la Constitution, c'est par une loi. Cette loi, c'est la loi portant modification. Ok? On dit la loi numéro 1, X, Y, Z portant modification, comme on a parlé avec en 2011. Mais les dispositions de la Constitution sont révisables. Donc, le terme approprié pour les dispositions, c'est révision. Maintenant, le terme, la loi qui apporte la révision, on parle de la loi portant modification de la Constitution. Maintenant, le changement de la Constitution, c'est carrément enlevé pour remplacer. C'est ça maintenant la différence. Mais pardon, maître, je vous relance. La loi portant révision de la Constitution, qui la vote? L'Assemblée nationale? La loi, il y a au départ, d'abord, il y a la mise en place de l'Assemblée constituante dérivée. Ah, ok. Cette assemblée a pour mission de modifier, de réviser certaines dispositions de la Constitution. Ok? Lorsqu'ils terminent avec ce travail, ils vont présenter ce travail devant les assemblées en termes de loi portant modification de la Constitution. Là, c'est clair. Donc, lorsqu'ils modifient la Constitution et puis on revient maintenant pour faire... Il y a un débat. Comme toujours, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et tout ce que vous connaissez là, par rapport pour qu'on puisse réellement porter la révision de dispositions et puis la loi portant modification de la Constitution, comme on avait fait en 2011. Mais la question majeure, ça serait par rapport au procès d'intention que les gens sont en train de faire sur la tête du chef de l'État. Les gens croient que non. Le chef de l'État le fait pour briguer un 3e mandat. Le chef de l'État le fait pour passer de 5 à 7 ans. Non, s'il vous plaît. La révision de la Constitution n'est pas un tabou. Ok? Et on peut le faire que pendant un régime ou pendant qu'un président ait un exercice. Même si le chef d'État s'abstenait de réviser cette Constitution, de modifier cette Constitution, la personne qui va venir avec ces genres de dispositions de l'abandon de souveraineté, il va seulement recourir à la modification. Mais la peur des gens aujourd'hui aussi, parce que le régime actuel, la majorité des députés, 90%, bien 90% des députés qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont les députés de l'Union sacrée. Certainement, ça peut laisser une porte ouverte et puis permettant au chef d'État actuel, des fois, de passer par des idées outre que les gens maîtrisent aujourd'hui. Vous savez, le chef de l'État connaît le prix de l'alternance. Il connaît le prix de l'alternance. Il a milité pour l'alternance. Il a travaillé pour l'alternance. Et l'alternance que nous avons pu obtenir, ce n'est pas un cadeau. C'est plutôt un fruit d'un travail où il y a eu des sacrifices humains qui ont été faits. Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui ne sont plus en vie avec nous aujourd'hui. Nous avons des Rossi Mukendi, nous avons des Kapangala qui ne sont plus avec nous.
Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils voulaient qu'il y ait alternance. Le chef d'État connaît les prix de l'alternance. Je ne crois pas que le chef d'État peut accepter de remettre en cause cette alternance. D'autant plus que c'est d'abord un démocrate de sang, parce qu'il est l'incarnation de son père, qui est le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, je ne pense pas que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut remettre en cause l'alternance. Mais les dispositions constitutionnelles qui donnent justification, qui justifient un comportement de certaines personnes, doivent être révisées. J'étais en train de suivre sur le réseau, sur la toile, il y a un communiqué qui passe pour dire que non, notre constitution a été rédigée à Kigali, avec les XY personnes, tout ça là. Mais c'est vrai, je peux douter de ce communiqué-là. Mais lorsque je vois les dispositions comme l'article 217, comme l'article 51, je peux que donner du crédit à ce... On parle de céder une portion de notre terre. Comment on peut céder? C'est comme si quelqu'un vient chez vous et dit que non, il faut céder une partie de votre maison, il veut vous céder la chambre. Même pas, pensez-vous pas de céder, on peut abandonner. Abandonner. Abandonner, c'est autre chose. Parce qu'abandonner, c'est laisser complètement aux autres et ça ne sera plus considéré comme étant pour vous. Alors, ce qui est grave, est-ce qu'on peut vivre avec ça? On peut le laisser comme ça. On peut le laisser vivre avec un tour. Et cela aujourd'hui peut être l'un de l'élément, voulais-je dire, qui pousse Paul Kagame à se comporter ainsi, parce qu'il s'est dit, au moment où dans la constitution de la RDC, il y a un article qui dit, à un moment, c'est possible que la RDC puisse abandonner une portion de sa terre pour le bien de l'Afrique. Kagame aussi s'est dit, bon, ok, comme c'est écrit dans la constitution, moi aussi j'en profite. Vous savez, moi j'ai déjà entendu le discours de ce monsieur-là, qui vous disait que ils doivent protéger les Hutus qui sont au Congo parce qu'ils sont minoritaires, ils doivent recevoir protection. Les Banyamulenge, le chef de l'État en avait déjà parlé par rapport à ça. Il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Ce n'est pas à un étranger de venir défendre les Congolais. La personne qui peut défendre les Congolais mieux, c'est soit notre chef de l'État, soit un autre Congolais. Un autre Congolais. Ce n'est pas à lui de venir nous défendre. Nous sommes un pays qui est entouré de plus de 9 pays limitrophes. Vous imaginez si chaque pays va commencer à aller réclamer que les gens qui sont autour aux frontières doivent recevoir protection. Donc l'Angola aussi va venir, et puis il y aura aussi République centrafricaine, et puis il y aura aussi Ouganda, et puis il y aura... Mais ça sera quoi? Donc je crois que les problèmes des Congolais vont être traités par des Congolais et non par les étrangers. Mais c'est un fond fouillant. Parce que la guerre, la vraie guerre, ce n'est pas le Congo, mais c'est plutôt les minéraux de notre pays qui est visé. C'est les minéraux qui est visé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire, la Russie, lorsqu'il a attaqué l'Ukraine, directement, nous avons vu l'Union européenne prendre des sanctions. Mais le Rwanda est en train de soutenir le M23 pour mettre la terreur, tuer, violer les gens à l'est du pays. Mais l'Union européenne a signé un contrat avec lui. Pologne, il a promis de le soutenir sur le plan militaire. La France le soutient sur le plan militaire. Les États-Unis également continuent à le soutenir. Vous croyez vraiment que nous sommes en train de nous battre seulement avec le Rwanda? C'est que les Congolais ne réfléchissent pas beaucoup, s'ils peuvent me permettre ce terme-là. Parce que comment est-ce qu'un pays agresseur, démontré par des rapports des Nations Unies, démontré par tout le monde, dans tout le pays, ça a été démontré à suffisance de preuves, mais vous continuez quand même à collaborer avec lui. Et vous pouvez imaginer cela. Et vous pouvez dire que le Congo est en train de faire la guerre avec l'Est, avec le Rwanda. Non. Le Congo est victime de sa richesse. Le Congo est victime du temps qu'il a passé sans pour autant préparer l'armée. Parce que nous avons passé 20 ans ici dans ce pays sans préparer l'armée. Nous avons passé plus de 32 ans dans ce pays sans renouveler l'armée. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Parce qu'on dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce que nous avons préparé quelque chose pour attendre quelque chose aujourd'hui? Nous n'avons rien préparé presque. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour faire changer les choses. Voilà l'entourage du chef de l'État. Voilà l'homme congolais qui vient avec des lampadaires à 6 000 $, avec le forage à 300 000 $. Alors que cet argent devait servir pour ravitailler les militaires. Ça devait servir pour ravitailler, mettre fin à l'eau, aux difficultés de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, à Mongafula, il n'y a pas d'eau.
Il n'y a presque pas d'eau, si je ne veux pas être trop brutal, il n'y a presque pas d'eau. Mais... Maître, mais quelle stratégie peut-on adopter pour changer ce caractère-là qu'a l'homme congolais, puisque on se dit qu'il est difficile d'échanger un homme qui ne travaille que pour son intérêt sans pour autant avoir le souci de son peuple? Vous savez, madame, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai, on peut dénoncer, il faut maintenant qu'on apporte des solutions. J'ai aimé la politique du chef de l'État. Parce que s'il faut changer les Congolais, il faut commencer d'abord à la source. La source, c'est quoi? C'est le jeune que nous avons. C'est mes enfants, la source. C'est tes enfants, la source. Et un enfant qui a quand même quelque chose dans la tête, à qui on inculque déjà l'amour de son pays dès l'enfance, il peut faire quelque chose devant. Voilà pourquoi le chef d'État a mis en place la gratuité de l'enseignement. Parce que... Oh, j'ai vu, vous avez souri. Pourquoi on parle de la gratuité de l'enseignement? Parce que les enfants aient le minimum quelque chose dans la tête. Première des choses. Là, c'est pour les enfants. Quand ils vont grandir avec cette connaissance-là. Deuxièmement, renforcer la justice. Là, c'est pour le vieux. Pour les gens qui gèrent déjà, qui ont déjà plus de 20 ans, 30 ans. Renforcer la justice. Parce qu'on dit, la justice élève une nation. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un ou à quelque chose que tu peux élever une nation, mais l'inverse aussi est possible. Ok? Tu peux élever si tu travailles, mais tu peux redresser si tu ne travailles pas. C'est de gauche à droite. Si votre justice n'est pas à mesure d'élever votre nation, c'est que votre justice est en train de travailler pour faire baisser votre nation. C'est ça la logique qui est tout autour de cette phrase-là. Que la justice élève une nation. Aujourd'hui, il faut que la justice ait un peu de la rigueur. C'est-à-dire, celui qui commet une infraction, celui qui détourne, celui qui fait XY, qu'on lui sanctionne sérieusement. Qu'il y ait une loi. Moi, je me rappelle encore à l'époque, le professeur Luzolo Bambilesa avait proposé une loi sur un parquet, on met un parquet spécial de finances, un parquet spécial financier, quelque chose comme ça, pour poursuivre les auteurs du détournement. Mais cette loi-là a été rejetée au niveau du Parlement. Moi, vous savez, je suis là... Mais on a déjà les tribunaux de commerce, non, maître? Non, ça ne va pas créer un conflit non, le tribunal de commerce, de la forme et des compétences. Non, le tribunal de commerce, c'est autre chose. Là, c'était le parquet qui allait pour poursuivre les auteurs du détournement. Parce que vous savez, dans notre pays, présentement, je suis en train de voir le Parlement ici. Je vais voir ce qu'ils vont faire pendant les 5 ans. Parce que moi, personnellement, je n'attends rien d'eux. J'attends vraiment rien d'eux. Parce que la loi là, qui a fait qu'ils puissent revenir comme député provincial, député national, sénateur et gouverneur, c'est la même loi qu'on avait reprochée en 2018. Et cette loi-là, malgré les reproches faites sur cette loi-là, ils ont quand même maintenu cette possibilité. Et aujourd'hui, ils sont revenus avec cette possibilité-là. Est-ce qu'ils vont encore accepter de changer ça? Je ne pense même pas. Pendant les 5 ans, est-ce qu'il y a un ministre qui était tombé? Le ministre de l'économie, c'était pour autre chose. Ce n'était pas le détournement pour le ministre de l'économie. C'était parce qu'il avait mal orienté l'argent. Moi, je me dis même pourquoi est-ce qu'on lui reprochait alors que c'était une décision prise en Conseil des ministres. Mais il avait mal orienté l'argent. Mais les auteurs de détournement, est-ce qu'ils ont été interpellés? Est-ce qu'ils ont fait le contrôle parlementaire sérieusement? Est-ce qu'eux, ils n'avaient pas vu le lampadaire à 6 000 $ et le forage à 300 000 $? Lors de contrôle, ils n'avaient pas vu ça. Alors, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues. Si ce n'est pas lui qui est revenu, c'est son fils ou son neveu. Alors, qu'est-ce que je peux attendre d'eux? Voilà pourquoi moi je dis, madame, la justice élève une nation. C'est la justice qui va nous élever. Qu'on mette un peu de la rigueur dans la justice, qu'on mette en place ce parquet-là pour permettre à ce qu'on puisse arrêter ces gens. Et aussi que le Parlement soit actif. Que le Parlement ne soit pas là comme des commerçants, comme des hommes d'affaires. C'est des gens qui préfèrent prendre l'argent des Libanais pour se faire de l'argent au détriment même des intérêts des Congolais. Bon, est-ce qu'ils vont m'écouter? Bon, mais je dis quand même. Parce que c'est compliqué. Présentement, la justice, lorsque c'est un ministre, la justice ne peut pas sauter le Parlement pour aller arrêter un ministre. Il ne peut pas le faire. C'est bien de dire que la justice est malade, c'est bien. Mais quelle est la procédure à suivre pour arrêter celui qui a détourné? La procédure est entre les mains du Parlement. Le Parlement n'existe pas.
presque pas. Le Parlement, c'est devenu un endroit où il y a les lits Kelemba, où les gens se protègent mutuellement, où les gens se croisent mutuellement. Un Parlement corrompu, c'est toujours difficile aussi comme ça d'abandonner leurs amis, leurs collègues, à chaque fois que la justice a besoin de lui pour les juger. Mais là, il ne faut pas pleurer alors. Il ne faut plus pleurer. Il faut plus pleurer. Et il ne faut pas non plus dire que non, c'est le chef de l'État. Parce que moi, je regarde comment le chef d'État est en train de travailler. Je vois comment est-ce qu'il est en train de fonctionner. À deux fois, il est limité par le texte de loi. Les gens disent que non, le chef de l'État doit sanctionner Nicolas Kazadi. Donnez-moi la disposition qui te permet de dire ça. La disposition légale qui te permet de dire que le chef d'État doit sanctionner le ministre des Finances. Donnez-moi la disposition, la procédure, la décision que le chef d'État va prendre là. Ce sera quelle décision? Certainement, on ne parle pas du chef de l'État directement, mais certainement on fait allusion à la justice comme c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui est le haut magistrat. Normalement, il devrait jouer un rôle important dans la mesure du possible, même pas s'ingérer, mais donner certainement un mot d'ordre pour permettre à la justice de poursuivre ce genre de personnes. Dans votre philosophie seulement, la justice va faire quoi maintenant devant cette autorité-là? Parce que pour que la justice puisse l'interroger, il faut qu'il passe par le Parlement. Même quand c'est un gouvernement démissionnaire. Il est ministre. Il est en train de gérer les affaires courantes. Il y a une procédure à faire. Ça veut dire qu'il a toujours les immunités. Il est protégé par tous ces éléments-là. Il a le cortège, il a l'habitation, il a tous ces éléments-là qui le rattrapent. Parce que la protection ou les immunités est rattachée à la fonction et non à la personne. Lorsque vous revêtez la fonction, vous revêtez également les immunités. Lorsque vous êtes plus en fonction, vous donnez les immunités, le costume de la fonction à la personne qui te remplace. C'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas une disposition celui qui en connaît peut m'appeler pour me convaincre. Mais il n'y en a pas. La pression politique, oui. On peut faire la pression pour qu'il puisse démissionner. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il est déjà démissionnaire. Donc voilà, tout ce que nous sommes en train de connaître, c'est par la faute des parlementaires. D'abord, les parlementaires ont la grande mission de contrôler le gouvernement. C'est eux qui doivent contrôler l'exécutif. Mais s'ils ne font pas leur travail, il y aura des détournements chaque jour, il y aura des violations chaque jour, il y aura tous ces éléments-là. C'est pour ça cette année que le Parlement puisse au moins faire leur travail pour changer les choses. Sinon, vous allez tout dire sur le chef de l'État, tout en oubliant la séparation du pouvoir, tout en oubliant que chaque institution est régie par des textes de loi, à des fois qui bloquent même le chef de l'État le passage. C'est vrai, maître, vous aviez dit que le problème, l'origine, c'est le Parlement. Mais alors, s'agissant de notre justice, que faire pour renforcer cette justice? Parce qu'on a comme l'impression que notre justice est beaucoup plus active que lorsqu'il s'agit des faits bénins. Là, je donne l'exemple de l'artiste qu'on a eu à condamner et puis on l'a libéré. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit des détourneurs, on n'a pas de dossier et c'est sans suite? Ça a toujours été sans suite. Vous savez, madame, on reproche à la justice beaucoup de choses. C'est seulement lorsque nous sommes confrontés aux détourneurs. À ces moments-là qu'on fait des diagnostics sur la justice. Mais personne ne fait des descentes sur le terrain pour suivre les audiences, pour suivre ce qui se passe au niveau du parquet. Lorsque la justice est en train de fonctionner, personne ne fait ce déplacement-là. Mais seulement lorsqu'il y a un détournement au niveau politique, c'est à ce moment-là qu'on dit « Ah, pourquoi la justice n'a pas intervenu ?» Mais la question de se poser, la justice n'intervient pas quand elle veut. L'intervention de la justice doit être régie par un texte de loi. S'il n'y a pas un texte de loi, on ne peut pas intervenir vaille que vaille. C'est vrai, le parquet peut se saisir d'office d'une infraction. Je suis d'accord avec ça. Mais lorsque la personne est bénéficiaire des immunités, lorsque la personne est bénéficiaire de quoi que ce soit, on ne peut pas passer outre. Ce sont même des causes de limitation de l'action publique. Les étudiants de jeu de droit à l'UPC en savent quelque chose. Parmi les causes qui limitent temporairement l'action publique, parce qu'il y a des limites temporaires, il y a des limites définitives. Mais parmi les limites temporaires, il y a les immunités. Maintenant, lorsque les gens se retrouvent devant un Nicolas Kazadi, Kazadi c'est ça? Ouais. Nicolas Kazadi, entre guillemets, il a ordonné le décaissement de plus de 70 millions de dollars sans pour autant voir la réalisation. Lorsque les gens se retrouvent devant lui, et puis ils voient la personne sur la route en train de marcher, et ils disent que non, la justice ne fait pas bien son travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Nicolas Kazadi passer. Mais ils sont en train d'oublier que l'article 17 de la Constitution
dit que non, Nicolas est présumé innocent. Ils ont oublié que la loi a dit que lorsqu'il faut poursuivre un ministre, il faut passer par le Parlement pour obtenir une autorisation préalable. Ils ont encore oublié que présentement là, le bureau définitif n'est pas encore installé. Là, ils ont oublié. Là, directement, il faut des diagnostics sur la justice et ils concluent. C'est ça le mal des Congolais. Et les opposants congolais qui refusent de réfléchir, ils se limitent là et ils concluent en disant que non, la justice ne travaille pas. Dans ces cas, on doit donc éviter de dire ou de traiter notre justice de malade parce que personne ne fait des descentes sur terrain alors. Non, la justice, la justice est en train de travailler. La justice travaille. Mais les gens concluent rapidement lorsqu'il s'agit des politiciens. Ils oublient que les politiciens, parmi la plupart... ces gens qui sont en train de conclure, on doit aussi intégrer le président de la République, donc. Non, le président de la République, lorsqu'il parle que la justice est malade, il parle de manière générale. Parce qu'il y a aussi des réclamations. Même moi-même, quand je suis là, j'ai des réclamations contre la justice. J'en ai. Mais on ne peut pas dire que la justice ne fonctionne pas. Là, on ne peut pas le dire. Et généralement, les diagnostics sont faits par rapport aux politiciens et non par rapport aux personnes lambda. L'exemple que vous avez donné de ce monsieur-là qui était arrêté, c'est ça aussi la justice. Parce qu'il y a des infractions de 6 mois, de 1 mois, de 5 ans, de 10 ans. S'il a été condamné, il a purgé sa peine, il ne peut que sortir. Je ne connais pas les dossiers, je ne peux pas entrer dans les détails, mais du moins, c'est ça aussi la justice. Mais la manière dont le monsieur a été arrêté, est-ce que ce sera aussi de la même manière que Nicolas sera arrêté? C'est ça la question majeure qu'il faut se poser. Ce ne sera pas de la même manière. Alors, lorsque les gens voient, le petit là, il a chanté sa chanson, a été arrêté, le monsieur a entre guillemets détourné, il n'est pas encore arrêté, on conclut à la justice. Les opposants doivent aussi apprendre à réfléchir. Parce que nous devons aussi apprendre à réfléchir. Aujourd'hui, les gens sont plus dans l'écrit. Ils refusent de lire les textes de loi. C'est vrai, nous sommes de l'union sacrée. Là où il y a le mal, moi, je ne conçois pas le mal. Là où il y a le mal, je parle du mal. Mais lorsqu'il faut réfléchir aussi, réfléchissons ensemble. Ne venez pas à la télé pour dire que le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Mais le texte de loi qui donne le pouvoir au chef de l'État d'intervenir directement sur un ministre qui se méconduit, c'est quel est ce texte-là? Alors, maître, je puis retenir des choses dans vos dires. Vous parlez de la pression politique, vous parlez du pouvoir politique, vous parlez du pouvoir juridique, vous avez fait allusion au droit. Le chef de l'État a pleinement le pouvoir politique, mais le pouvoir juridique plutôt au niveau du droit, ça fait défaut. C'est pourquoi c'est difficile pour lui de prendre certaines décisions ou bien de sanctionner. Aujourd'hui, s'il faut donner ces pouvoirs juridiques au chef de l'État, les pouvoirs du droit, pour commencer à intervenir, à prendre certaines décisions d'une manière juridique, ça va certainement nous demander au changement du régime. Ça veut dire de passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel pour donner le plein pouvoir au chef de l'État, surtout dans le choix ou bien la nomination du Premier ministre, parce que ça nous a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait passer par cette histoire de consultation, par l'informateur, tout ça. Est-ce que cela aussi va nécessiter un changement total de la Constitution, s'il faut changer le régime, ou bien une simple révision de la Constitution peut aussi inclure ces changements concernant les régimes? Bon, monsieur le journaliste, qui a dit qu'on veut changer de régime? Qui a dit ça? Non, je vous ai posé la question, non, maître. Personne n'a dit ça. Je n'ai pas... Le chef de l'État, lors de son interview, a manifesté l'envie. Il a dit qu'il mettra en place une commission pour étudier le problème. Comment vous sautez déjà sur l'occasion? Non, moi je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait allusion au chef de l'État. J'ai donné un exemple, Chama. Oui, je suis d'accord avec cet exemple-là. Okay. Mais moi, je prends votre exemple, j'amène ça dans notre situation du pays. Voilà. Mais non, parce que je n'ai pas entendu ça chez vous. Plusieurs personnes en parlent. Mais non, je me demande, où est-ce qu'il a parlé du changement du régime? Où est-ce qu'il a parlé de ce qu'il va faire? Les changements vont porter sur quoi? Il n'est pas du domaine. Mais en tant que garant de la nation, il a constaté le problème de notre pays. Et voilà pourquoi il a estimé qu'il faudrait bien mettre en place un comité composé de spécialistes pour étudier la question sur le changement. Je suppose que dans son cœur, il a les dispositions qui posent problème dans notre pays. Moi, ici, sur votre plateau, j'ai essayé d'épingler quelques dispositions qui peuvent faire l'objet des révisions par rapport pour faire avancer notre pays. C'est justement ce que le chef de l'État a dit. Mais malheureusement,
Les gens ont oublié tout. Ils ont commencé à disséquer, ils ont commencé à détailler les dires du chef de l'État, en lui attribuant même le 3e mandat, en ajoutant le changement du régime, en incorporant... S'il vous plaît, prenons notre mal en patience. Je sais que le chef de l'État ne fera jamais ce que vous êtes en train d'attendre qu'il puisse faire, mais du moins, il va aller dans le sens des Congolais, il va aller dans le sens de promouvoir l'intérêt des Congolais. C'est ça ce qui est plus important pour le chef de l'État. Ce n'est pas les autres. Donc moi, je crois que prenons notre mal en patience. Moi, je sais que l'alternance a été, ce n'était pas un cadeau, mais c'était quelque chose qu'on avait pris avec dur labeur. Le chef de l'État ne va pas renoncer à ça, ne va pas marcher sur ça. Donc prenons notre mal en patience, attendons que ce comité-là soit mis en place, que ce comité-là travaille, et nous aurons le temps pour discuter et voir le détail par rapport à ce comité-là. Moi, j'ai confiance au chef de l'État, je sais qu'il va y arriver. C'est vrai qu'il est entouré avec des gens très compliqués, qui ne l'aident pas à aller de l'avant, mais nous, de notre côté, prenons notre mal en patience. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez un peu, récemment, j'aurais appris que le ministre de la Culture solliciter 100 000 $ pour organiser les obsèques de Papa Wemba. En procédure d'urgence. En procédure d'urgence, comme toujours. Vous imaginez un peu ça. Donc, c'est comme si le ministre de la Culture, pour lui, culture égale musique. Donc, pour lui, c'est pas que la culture, c'est plus que ça. Et lorsque tu fais ça pour Papa Wemba, alors Taboulé, alors Papa Alain Moloto, alors Charles Mombaya, vous allez faire quoi? Lorsque nous quittons là-bas, lorsque vous allez en politique, il y a la culture politique aussi dans notre pays. Ouais. Vous allez même en sciences. C'est que le professeur Kalongo Mbika a fait pour ce pays. Le professeur Akele Ado. Le professeur Bayo Nawabameya, le maître de mon maître, le professeur Luzolo Bambilesa. Vous savez ce qu'ils ont fait dans ce pays? Donc dans ces cas, demandons les 100 000 pour organiser les journées scientifiques à leur honneur. Alors qu'on pouvait réfléchir autrement par rapport à cette question-là. Mais non, nous ne voulons pas cela, on confond. Voilà pourquoi j'insiste pour dire, les gens qui sont tout autour du chef n'aident pas le chef à avancer. C'est ce qui est déplorable, c'est ce qui est regrettable, mais malheureusement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 60 à ce jour que ça continue. Alors maître, dernière question pour chuter avec cette émission. Vous disiez, les problèmes des Congolais doivent être réglés par des Congolais. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, vous parlez de la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, cette cohésion nationale, ça n'existe pas parce qu'il y a les Congolais et ça donne l'impression que chacun a sa manière de parler, de réfléchir, chacun a ses arguments. Cette cohésion, pour créer une unité, déjà un bloc au niveau interne pour ne pas permettre aux ennemis au niveau international de manigancer ou bien de préparer ce qu'ils sont en train de faire à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Les chefs de l'État comme garant de la nation, comment doit-il faire pour créer cette cohésion nationale ou bien cette unité au niveau interne pour faire les blocs au niveau international? Vous savez, j'ai déjà entendu ce discours-là de cohésion nationale au niveau interne. J'ai vu des gens proposer même que le président puisse rencontrer Fayoulou et les autres là pour parler, je sais pas, pour parler de guerre à l'Est. Bon, je sais pas, on en a connu beaucoup dans ce pays, hein, des cohésions comme ça. Et le pays, c'est un pays de compromis depuis les débuts à ce jour. Mais moi, je crois que la cohésion nationale est là. Pourquoi la cohésion est là? Parce que nous nous retrouvons dans un pays où le chef de l'État avait déjà sollicité l'aide de tout le monde. Il avait demandé à tout le monde d'intervenir pour ce qui se passe à l'est du pays. La cohésion dont on fait allusion, ce n'est pas la cohésion de venir pour partager les postes ou partager les gâteaux, si on peut utiliser les termes de M. Ambombo, même si nous n'avons pas eu à parler de son dossier. Parce que, vous savez, la cohésion, le chef d'État avait demandé à tout le monde, de là où il se trouve, de travailler au nom de la cohésion nationale. C'est différent avec la cohésion dont les gens cherchent pour se réunir autour du chef de l'État pour créer un partage qui ne dit pas son nom. Si vous êtes avocat, essayez de travailler dans le sens de faire de sorte que notre cohésion nationale soit intacte. En d'autres termes, si vous êtes devant un client qui veut contourner la loi fiscale de notre pays, tu peux lui dire que monsieur, nous avons besoin d'argent pour faire avancer notre pays. Contourner la loi fiscale, ce n'est pas une bonne chose.
c'est aussi agir comme avocat, mais tu agis au nom de la cohésion. Deuxièmement, vous êtes prêtre en train de prêcher. Prêchez l'unité du pays. Ne prêchez pas la séparation. Ne prêchez pas un gâteau qui sera partagé où tout le monde doit aller. Restez dans l'orientation divine en se référant dans la Bible de ce qui est prévu. Vous êtes magistrat. Évitez la corruption. Vous êtes politique. Essayez de travailler allant dans le sens de la cohésion nationale. C'est-à-dire, orienter les gens et les membres de votre parti à l'amour de votre patrie. Tu travailles à la banque, tu travailles à XY endroit, fais la même chose. C'est ce que le chef d'État avait demandé. Et voilà pourquoi aujourd'hui les Ouazalendo avaient entendu les cris du chef de l'État. Ils sont venus, ils ont intervenu. Aujourd'hui, ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça la cohésion nationale. Moi, j'attends aussi voir, par exemple, le vieux Lissanga Bonganga et puis le vieux Olengankoyi et les autres passer à la télé, motiver le jeune à l'amour du pays. C'est ça la cohésion nationale que chaque personne devait faire dans son coin. Et non venir pour organiser une réunion et puis on vous trouve un poste pour commencer à manger et puis vous commencez à passer à la télé. Moi, je passe à la télé ici. Je ne suis pas de l'UDPS. Je ne connais pas la maison du chef de l'État, moins encore d'une autorité de ce pays. Mais je passe, je réfléchis sur mon pays et je soutiens les actions du chef de l'État que je vois à la télé, les actions du chef de l'État que je vois en route passer dans son cortège, mais que je n'avais vu comme ça. C'est ça aussi ma cohésion de mon côté. Et il ne faut pas attendre que nous, qu'on t'appelle d'abord, qu'on te donne quelque chose et puis on te donne un poste. Là, c'est la cohésion à l'ancienne. Et ça ne peut pas exister actuellement. Il faut changer les choses. Merci à Maître Platini. L'émission est terminée. En 30 secondes, votre conclusion. Ma conclusion est la suivante. Chers Congolais, il faut aimer notre pays. C'est vrai, il y a des problèmes. Nous dénonçons tous les problèmes. Que vous soyez de l'Union sacrée ou de l'opposition, nous dénonçons tous le problème. Je ne suis pas d'accord avec les lampadaires, je ne suis pas d'accord avec le forage, je ne suis pas non plus d'accord avec Primera. J'ai entendu quelqu'un parler de ça, Primera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne cautionne pas cela. Mais j'ai fait seulement des analyses. Je constate que le chef de l'État, tous les chefs d'État que nous avons connus dans notre pays ont connu un seul problème, l'entourage. Les gens qui étaient tout autour d'eux ne les ont pas aidés à aller de l'avant. Ils ont plutôt travaillé en défaveur de chaque chef que nous avons connu dans ce pays. Et moi, je crois que dans les jours à venir, le chef de l'État fera encore un autre choix. Parce que c'est comme ça la vie. Vous recrutez, vous constatez, vous enlevez les brebis galeux, vous restez avec une partie, vous ajoutez encore l'équipe pour avancer comme ça la vie. Alors, quant aux habitants de Mongafula, c'est bien et bien votre camarade, votre ami, Maître Platini Bandomputu. Je serai avec vous le dimanche et nous allons encore parler. Et les gens qui ne connaissent pas le ciel c'est l'avenir Kalimo, numéro 1, Kwazma Diambou, Kalimo. Et les numéros du secrétaire général, c'est les 081 91 95 290. C'est le numéro de la fondation. Merci Maître Platini d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Merci ça. Merci Daniel, merci à vous aussi Maître Platini. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis à lundi pour les premiers numéros de la semaine de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.